Cette vidéo a déjà été supprimée une fois. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, mais je vous conseille fortement de la regarder. Youssef Indy qui tweet: je le répète, pensez à dire publiquement que vous n'êtes pas suicidaire. Le député d'Eure-et-Loir Olivier Marleix a mis fin à ses jours dans des circonstances qui restent à élucider. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien et on commence directement avec la mort étrange de Olivier Marleix. Juste avant de commencer, une mise au point qui me semble être importante. Vous allez voir des comptes qui soutiennent le RN. Eh bien ce n'est pas parce que je partage leurs publications que je suis pour leur idée. C'est juste pour dénoncer la mort étrange de cette personne et surtout les circonstances et toutes les paroles qu'il avait tenues avant de mourir. Et vous allez voir que tout coïncide. Éric Dénessé, suicidé le 11 juin 2025, et Olivier Marleix, suicidé le 7 juillet 2025, ont tous deux dénoncé la vente d'Alstom Energy à General Electric, expliquant que l'État sacrifiait les intérêts français au profit des Américains. Olivier Marleix avait dénoncé un scandale d'État en accusant Emmanuel Macron d'avoir bradé Alstom aux intérêts américains, au détriment de la souveraineté industrielle de la France. Quelques secondes pour répondre. Je voudrais d'abord faire remarquer à Madame le ministre que visiblement elle n'a pas été entendue. Donc si elle peut passer le message à l'assistance publique hôpitaux de Paris, elle sera la bienvenue. Et puis je vais essayer de le dire avec calme compte tenu des circonstances. Mais ce ne sont pas ceux qui ont laissé filer Alstom, Alcatel, Technip. Ce ne sont pas ceux qui avaient pour projet la privatisation d'ADP ou le démantèlement d'EDF ou celui de GDF, qui sont les mieux placés pour nous rassurer sur l'attention qu'ils portent au patriotisme économique et à l'industrie française. Jusqu'au bout, Olivier Marleix s'était engagé. Il finalisait un livre intitulé « 10 solutions françaises », prévu en novembre chez Robert Laffont. Il venait d'envoyer une version corrigée. Il avait des choses à dire, confie son éditeur. Source Le Parisien. 10 solutions françaises, la fin du macronisme, de Olivier Marleix chez Robert Laffont. Pour tous ceux qui veulent se le procurer, peut-être qu'un jour nous aurons la vérité sur Alstom. Un soir, j'ai été agressé au couteau par quelqu'un qui parlait anglais. Aujourd'hui, les principaux acteurs médiatiques, Marleix et Dénessé, sur le sujet se sont suicidés. Peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équiger Technip à la fin. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit « mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement ». Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager est là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ça fait 2 suicidés en 2 mois, plus les types de la DGSE butés à l'intérieur du bâtiment. Il se passe un truc grave. La mort d'Olivier Marleix qui avait dénoncé les liens entre Macron et General Electric, puis l'implication de BlackRock dans la réforme des retraites, nous rappelle à tous la difficulté et le risque d'être un lanceur d'alerte. Pensez à ses proches. David Guiraud qui rend hommage à Olivier Marleix à son tour. Tristesse d'apprendre le décès de notre collègue parlementaire d'Olivier Marleix. Toutes mes condoléances affligées à sa famille, ses amis et ses compagnons. Sa défense farouche de la souveraineté de la France, notamment en matière industrielle, nous manquera cruellement dans les débats. Dominique de Villepin rend hommage à Olivier Marleix à son tour. Olivier Marleix était une voix libre, indépendante, singulière. Courageuse, il n'était guidé que par une boussole, celle de servir son pays, au nom de la République et de l'intérêt général. Je pense à ses proches, à son père et à la famille gaulliste qui perd l'une de ses lumières farouches, Dominique de Villepin. Olivier Marleix avait aussi défendu un amendement visant à supprimer l'article 1er instaurant le pass vaccinal durant le Covid. Il estimait que le gouvernement portait des atteintes graves aux libertés individuelles. Merci beaucoup, Monsieur Marleix. Vous voulez défendre votre amendement? On va le noter. Oui, comme merci défendu. Madame la Présidente. Très rapidement, c'est un amendement de suppression qui s'interroge, et le ministre n'y a pas répondu, sur la proportionnalité des mesures proposées dans ce texte. Proportionnalité parce que
le gouvernement nous propose des atteintes graves, lourdes aux libertés individuelles, qui sont, le cas échéant, compréhensibles à condition d'être justifiées par un certain nombre de données que le gouvernement ne nous fournit pas, notamment sur le profil des personnes qui souffrent aujourd'hui de formes graves. Le ministre s'est exprimé de manière assez étrange en expliquant qu'il est plus enclin à faire des formes graves sur les personnes non vaccinées. Voilà, est-ce que ce ne sont pas plutôt les personnes qui ont des comorbidités? Et donc, pour partager la stratégie du gouvernement, encore faudra-t-il que nous ayons ces éléments qui justifient la proportionnalité des mesures. Ce n'est pas le cas. Deuxième point sur le cas des mineurs, pas besoin d'y revenir, cas particulier puisqu'ils ne sont pas associés forcément au choix de se soumettre ou pas au pass vaccinal, décision qui reviendra en partie à leurs parents. Et enfin, sur la question des sanctions, moi, je ne comprends pas qu'on applique des sanctions aussi lourdes, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, y compris donc à des mineurs qui vont devoir subir ces sanctions, et sans discernement. Je pense qu'il faudrait mieux sanctionner beaucoup plus durement ceux qui sont des vrais trafiquants, qui organisent, monnaient des trafics de faux passes. C'est sur ceux-là qu'on doit avoir dans le collimateur, et pas le gamin qui fait une photocopie de son passe pour aller au McDo. Olivier Marleix, c'était celui à qui Dupond-Moretti faisait un bras d'honneur après que le député ait rappelé à la France entière que Dupond-Moretti était un garde des Sceaux mis en examen. Examen. Et, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. C'est une attaque directement adressée au ministre de la Justice, en plein débat d'une loi visant à rendre inéligibles les auteurs de violences. Éric Dupond-Moretti répond alors par 2 bras d'honneur, non filmés, mais vus par certains élus. Le garde des Sceaux assume d'abord son geste. Ce bras d'honneur n'est pas adressé au député Marleix, c'est un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Avant d'admettre une faute, après 2 suspensions de séance. Si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale. Des excuses qui n'ont pas apaisé la colère des oppositions. Il paraît totalement invraisemblable qu'un membre du gouvernement de la République française se permette de faire des bras d'honneur à la représentation nationale. Mais dans quel monde vit-on ? Emmanuel Macron qui réagit à la mort d'Olivier Marleix. La disparition d'Olivier Marleix plonge notre Parlement en deuil. Homme politique d'expérience, il défendait ses idées avec conviction. Je respectais aussi nos différends, puisqu'il se plaçait à la lumière de notre amour du pays. J'adresse mes condoléances à sa famille, à son père Alain et à tous ses compagnons d'engagement. Et on a une personne qui a répondu à Macron avec ce tweet. Exactement comme dans les films américains, c'est la mafia qui a, commandité votre assassinat, qui lit votre éloge funèbre, pour que ceux qui sont là comprennent bien la mainmise totale que vous avez, le pouvoir que vous avez. C'est une opération, je dirais, de terreur, il ne faut pas oublier. Quand l'éloge funèbre est lu par, les commanditaires de l'assassinat, c'est que vous compreniez bien, voilà, que ceux qui sont là, vous voyez, c'est un peu comme le film de Zapruder pour la mort de Kennedy, vous voyez. C'est pour comprendre bien ce qu'il en coûte de prétendre se rebeller contre l'Empire. La liste des suicides liés à l'affaire Alstom s'allonge. 7 juillet 2025, Olivier Marleix, député LR. Il avait dénoncé un pacte de corruption dans la vente d'Alstom à General Electric, saisissant le parquet de Paris en 2019. Il était sur le point de sortir un livre intitulé « À la fin du macronisme », retrouvé pendu à son domicile. 11 juin 2025, Éric Dénessé, ancien officier du renseignement, connu pour son engagement critique sur la vente d'Alstom, retrouvé mort dans sa voiture. Janvier 2025, 2 agents de la DGSI retrouvés suicidés à 48 heures d'intervalle. L'un dans les sous-sols du siège de la DGSI, l'autre à son domicile. Les rumeurs disent que ces agents enquêtaient sur la corruption dans l'affaire Alstom. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait validé en 2014 la cession de la branche d'énergie Alstom à l'américain General Electric, incluant les turbines nucléaires. Le 19 février, Olivier Marleix, LR, avait dénoncé un deal caché entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national après la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. C'est le plus proche du président de la République. Donc si maintenant Madame Le Pen nous explique que le président de la République lui va très bien, il faut qu'elle explique à ses électeurs. C'est une trahison pour ses électeurs, ni plus ni moins. C'est une trahison avec un président du Conseil constitutionnel qu'elle a combattu pendant des années lorsqu'il était député. Tout ça n'a aucun sens, si ce n'est à y voir un deal caché avec le président de la République. Madame Le Pen a censuré avec ses députés, a censuré Monsieur Barnier, qui était un Premier ministre de droite, pour finalement se satisfaire d'un Premier ministre centriste sous le joug qui obéit plutôt au Parti socialiste. Aujourd'hui, elle valide la candidature du meilleur ami du président Macron au Conseil constitutionnel. Juste un dernier mot, parce que quand
quand je vous entends, je me demande s'il y a encore un socle commun possible, là, en fait. Vous êtes dans le même camp, hein, normalement, avec les macronistes, en l'occurrence. Je crois que les Républicains n'ont à aucun moment caché le fait que M. Ferrand, pour des raisons d'intégrité, etc., qu'on a eu l'occasion d'évoquer ce matin, de proximité excessive avec le président de la République. C'est-à-dire une espèce d'incapacité, je pense, à faire preuve de ce devoir d'ingratitude dont parlent les constitutionnalistes, que ce n'était pas notre candidat, que c'est un mauvais choix. Ce qui le prouve, c'est le résultat. C'est que dans les deux assemblées, il réunit tout juste les 2/5 qui lui permettent d'échapper à la révocation. Il peut dire merci à Madame Le Pen. Validé à une voix près. Merci beaucoup, Olivier Marleix, d'avoir réagi en direct sur BFM TV. Olivier Marleix a été retrouvé mort, il se serait suicidé par pendaison. Il n'aimait pas Macron. Le problème du président de la République, c'est qu'il emploie toutes les expressions, tous les mots sont convoqués, toutes les idées dans l'air du temps sont convoquées. Il faut rien laisser aux autres, au risque de se contredire de manière absolument formidable. On a eu un discours de patriotisme économique, lui qui a vendu Alstom, Alcatel, Technip, qui a vendu toutes nos entreprises, qui a laissé faire une fusion Fiat, enfin un peu PSA Fiat, pas très glorieuse non plus. Enfin, on dirait voilà, que c'est un dépeceur. On dirait que c'est quelqu'un qui a vendu nos fleurons. Vous diriez ainsi, parce que là, il a vendu nos fleurons, Emmanuel Macron à l'étranger. Je l'ai dénoncé dans une présidence de commission d'enquête. Et aujourd'hui, on a un discours de patriotisme économique. Enfin, voilà, président, sur cette intervention du président de la République, elle était un peu étonnante. On nous avait annoncé que le président de la République allait fixer un cap. Moi, j'ai tout entendu sauf un cap. J'ai vu un président de la République qui partait tous azimuts, qui était en quelque sorte ministre de tout, qui se noyait dans le détail, ministre de tout, président de rien. Personne ne réalise à quel point la vente d'Alstom a enrichi certains, en France comme aux États-Unis, au prix du sacrifice d'un fleuron industriel, l'un des plus grands scandales de l'ère macroniste. Il suffit en effet de se pencher sur quelques noms des acteurs principaux de la vente entre General Electric et Alstom pour constater de multiples liens avec la classe politique. Alors même que les actionnaires d'Alstom n'ont pas encore validé la vente, 2 représentants des intérêts de l'État démissionnent et acceptent un emploi dans les banques partenaires de General Electric et Alstom. David Azema, directeur de l'agence des participations de l'État, est engagé par la Bank of America, banque conseil d'Alstom, 1 an avant la fin de son contrat. Et Frédéric Rothenberger, conseiller et négociateur d'Arnaud Montebourg durant l'affaire, est embauché par la Banque Lazare, banque conseil de General Electric. Et ce ne sont là que 2 fils d'un maillage incroyablement dense. Franck Louvrier, vice-président de l'agence Publicis engagée par Alstom, est l'un des plus vieux collaborateurs de Nicolas Sarkozy, directeur de sa communication depuis sa première élection comme maire de Neuilly à celle de président de la République. De son côté, General Electric a engagé le cabinet Claude et Sarkozy comme service juridique, cofondé par l'ancien chef de l'État. Pour sa communication, le groupe a engagé Havas, dont le patron Stéphane Fuchs est un vieil ami politique de Manuel Valls. Encore, General Electric choisit comme banque conseil le Crédit Suisse, dont le vice-président est François Roussely, ex-directeur de cabinet socialiste et connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, est le mari de Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. Tandis que la présidente de General Electric France, Clara Guémard, est la femme d'Hervé Guémard, ex-ministre UMP, avec lequel elle forme l'un des couples les plus influents de la droite française. Toutes ces relations n'ont sans doute pas favorisé une prise en main sérieuse de cette affaire, par l'État français et par l'opposition. Est-ce pour cela que la commission d'enquête n'a jamais vu le jour ? Manuel Bompard qui rend hommage, c'est avec une vive émotion que j'apprends le décès d'Olivier Marleix. Il était un adversaire politique toujours respectueux, une voix singulière, attaché à défendre la souveraineté industrielle de la France. Toutes mes condoléances à ses proches et à sa famille politique. Ensuite, au tour de Rima Hassan, pensez aux proches d'Olivier Marleix. Le suicide est toujours un drame et aucune adversité politique ne doit faire obstacle à l'expression de l'empathie. Eh bien, on voit tous qu'ils étaient unanimes sur Olivier Marleix. Le député Olivier Marleix a été retrouvé mort à son domicile. Il est l'homme qui a permis, via une commission parlementaire, les révélations sur le pacte de corruption entre Emmanuel Macron, Alstom, Rothschild et les intérêts US. Cette vague de suicides pose question. Le meilleur moyen de rendre hommage à un défunt, c'est encore de relayer son travail. Olivier Marleix nous parle du deal Alstom. 600 millions d'honoraires en cabinet conseil, avocat, banque d'affaires, boîte de com'. D'où le surnom de Mozart de la finance. Alstom Power, qui a été vendu par Emmanuel Macron, c'était notre autonomie dans le secteur du nucléaire. C'est les réacteurs de nos centrales nucléaires. On était un des 5 pays capables au monde de vendre des centrales nucléaires clés en main. On a perdu cette capacité.
Donc on a effectivement un moment de grand renoncement de mon point de vue, mais aussi grande euphorie en réalité créée par ces méga fusions. Parce que dans le seul cas d'Alstom, j'ai eu l'occasion de creuser le sujet. Alstom a généré environ 600 millions d'honoraires payés sur la place de Paris en cabinet de conseil, cabinet d'avocats, banque d'affaires, boîte de com. 600 millions d'euros. Vous vous rendez compte, on n'a pas un projet industriel dans notre pays pour 600 millions d'euros, ça n'existe quasiment plus. Là, on a payé 600 millions d'euros d'ingénierie financière de services de conseil. Et donc, vous n'avez pas eu qu'Alstom, vous avez eu Alcatel, vous avez eu Technip, vous avez eu Lafarge. Ça a été les grandes années du ruissellement, et je pense que c'est pas pour rien dans l'espèce d'enthousiasme ou d'euphorie autour du Mozart de la finance, entre guillemets, évidemment. Le meilleur moyen de rendre hommage à un défunt, c'est encore de relayer son travail. 80% du trafic de l'Internet mondial passe par les câbles Alcatel Submarine Networks, vendus par Macron au finlandais Nokia. Liquidation Alcatel, Alstom, Technip, Lafarge, STX. Si on a été une grande puissance des télécoms, alors où nous parlons, 80% du trafic de l'Internet mondial passe à travers les câbles sous-marins d'Alcatel Submarine Networks, entreprise que M. Macron a vendue au finlandais Nokia. Tout ça s'est pas fait par hasard, c'était le fruit d'une volonté, et cette volonté, elle a disparu parce que des gens comme Emmanuel Macron ne croient plus au projet national. Alors, vous venez d'évoquer une des méga-fusions de ce quinquennat, donc Alcatel 15 milliards d'euros, il y a eu Alstom 12,5, Lafarge 19, STX, Technip. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu ces méga-fusions ? Bonne question, il faudrait la poser à Emmanuel Macron. On a, ce qui est certain, objectivement, c'est qu'on a, pendant les 2 ans où Emmanuel Macron est ministre de l'économie, on a une espèce d'accélération de l'histoire totalement incroyable, où 4 très grandes entreprises françaises sont vendues à des entreprises étrangères. Alors certes, elles étaient dans une situation économique pas évidente, notamment Alcatel, la déconfiture avait commencé bien avant Emmanuel Macron, mais on est à un moment de grand renoncement, où on laisse filer ces entreprises avec ce qu'elles représentent. Alcatel, j'ai dit, c'était quand même notre champion de l'équipementier des infrastructures de télécom. À quoi ça sert d'être la Startup Nation si demain vous n'êtes pas autonome sur vos infrastructures? Je dirais, en 5G, on a pris du retard, mais on était au moins capable on savait stocker des données, on savait les faire circuler. On a abandonné ça. Ce qui fait qu'on connaît Olivier Marleix, c'est qu'il a dénoncé la corruption dans l'affaire Alstom. Donc voilà les leçons qui ont été tirées par l'ancien ministre du redressement productif, puis de l'économie, durant cette affaire. Vous l'avez également reçu à l'occasion de cette commission d'enquête. Ça permettait d'évaluer, j'imagine, les responsabilités politiques dans cette affaire. Et c'est par là que je veux commencer. Il a fait ce qu'il fallait, Arnaud Montebourg, ou alors c'est un jeu politique qu'il a joué à la tête du ministère de l'économie à l'époque? Il a fait ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il pouvait, mais en réalité, il a été malheureusement un peu le dindon d'une farce qui a été écrite dans son dos. Et qui, au-delà du documentaire, il faudrait le mettre à jour maintenant, ce documentaire. La vente d'Alstom, elle n'a pas commencé un beau jour du 24 avril 2014, quand M. Cron revient en avion de cet engagement des États-Unis. Elle a commencé en réalité 2 ans avant, quand l'actionnaire de référence Bouygues, c'était tout à fait son droit, avait missionné sa banque d'affaires, Rothschild en l'occurrence, pour lui demander de trouver un repreneur pour ces 3 milliards immobilisés dans Alstom. Donc trouver quelqu'un capable de racheter la branche énergie d'Alstom. Rapidement, General Electric a été identifié. Les discussions ont commencé en réalité dès l'été 2013 entre Bouygues et General Electric. Et puis, M. Cron a été, quoi qu'il en dise, mis devant le fait accompli. Voilà. Et plus grave, l'État a de toute évidence eu l'information sur laquelle Bouygues voulait se désengager, puisque notamment le secrétaire général adjoint de la présidence de la République de l'époque, Emmanuel Macron, passe comme par hasard à l'automne 2012, commande d'une étude très précise. Qu'est-ce qui se passe si Bouygues se désengage d'Alstom? Et à ce moment-là, en réalité, l'État
acquiesce. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, c'est là qu'il y a un scandale d'État, parce que la procédure, elle n'est pas entre les mains du secrétaire général de la présidence de la République. La procédure, s'agissant de la protection de flora industrielle, elle est entre les mains du ministre de l'économie, qui en l'occurrence a été concerné. Florian Philippot qui tweet « Vous remarquerez que le ministre macroniste Barrot pète un câble et coupe la parole pile au moment où l'intervenant courageux évoque la mort d'Éric Dénessé. » 650 personnes qui ont été assassinées par les gens qui ont organisé Maïdan. Et sachez une chose, monsieur le ministre, monsieur Éric Dénessé, agent de la DGSE, qui a été assassiné il y a 10 jours, dites-vous bien une chose, c'est la ligne rouge. Un peu de respect, monsieur, pour la résistance héroïque du peuple ukrainien contre l'envahisseur qui se bat pour l'intégrité de son territoire et qui se bat pour notre sécurité. Olivier Marleix, c'était celui qui n'avait pas peur d'attaquer l'Élysée sur ses conflits d'intérêts. La parole est à monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la presse s'est fait écho d'un potentiel conflit d'intérêts concernant l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. Dans ses différents postes, à l'Agence des participations de l'État, comme directeur adjoint et enfin comme directeur de cabinet de 2 ministres de l'économie, ce haut fonctionnaire a été amené à connaître des décisions de financement, de crédit à l'export ou de garantie de l'État pour aider le croisiériste italo-suisse MSC. Le risque de mélange des genres était tel qu'il avait amené la commission de déontologie, fait rarissime, à s'opposer en avril 2014 à son pantouflage chez MSC. Or, à l'automne 2016, Alexis Kohler a finalement rejoint MSC en qualité de directeur financier. À cette date, la période de 3 ans qui interdit à tout agent public de rejoindre une entreprise privée avec laquelle il a eu à traiter dans le cadre de ses fonctions, en la contrôlant, en la surveillant, en formulant des avis la concernant, n'était pourtant pas écoulée. Contrevenir à cette règle des 3 ans, c'est commettre un délit, Monsieur le Premier ministre, le délit de prise illégale d'intérêt défini à l'article L. 432-13 du Code pénal et puni de 3 ans d'emprisonnement. Cette question, Monsieur le Premier ministre, ce n'est évidemment pas à vous d'y répondre. Ce n'est pas à vous d'y répondre, mais désormais à l'autorité judiciaire. Votre responsabilité, en revanche, c'est qu'il ne doit pas y avoir de risque de collusion entre la défense des intérêts publics et de défense des quelques intérêts privés dans notre pays. Le doute sur la morale publique est un poison pour notre République. L'an dernier, votre gouvernement a présenté avec tambour et trompette une loi de moralisation qui a soigneusement repoussé tous les amendements concernant la haute fonction publique. Fort heureusement, notre commission des lois, à l'initiative de sa présidente, a créé une commission d'information qui a fait 2 propositions principales pour mieux encadrer le pantouflage. Rendre enfin publics les avis de la commission de déontologie et la rendre indépendante, proposition adoptée à l'unanimité de tous les groupes de la commission des lois. Depuis, votre gouvernement a freiné des cas de fer. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est donc la suivante. Comptez-vous enfin vous engager pour mieux encadrer les conflits d'intérêts dans notre pays et éviter toute collusion entre la haute fonction publique et le monde des affaires? Commission d'enquête, mais ce que j'en ai vu, c'est sans doute une mobilisation de moyens de manière surabondante. Vous avez, quand j'ai créé la commission d'enquête, j'ai eu plusieurs cabinets de lobbying qui m'ont appelé en me disant mais ça va aboutir, votre demande de commission d'enquête. J'ai répondu oui, ça va aboutir. Pourquoi? Vous avez travaillé sur ce deal? Ah bah oui, on a travaillé dessus. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait énormément de monde dessus, y compris des gens qui, je pense, ont cru travailler et n'ont pas forcément été très utiles au deal, mais le fait qu'ils soient rémunérés dans ce deal faisait en tout cas qu'ils n'étaient pas disponibles au service d'une cause adverse. Voilà, ce qui a amené Arnaud Montebourg à employer cette expression sur laquelle tout Paris était loué, et je pense qu'il a pas tort d'utiliser cette expression, c'est qu'il y avait plus personne de disponible à Paris pour soutenir une thèse inverse et dire que ce deal cette vente d'Alstom à General Electric était un mauvais deal. Donc oui, je pense que l'argent qui est déversé dans certaines opérations, c'était le cas notamment d'Alstom à GE, va probablement au-delà de la simple rémunération du travail effectué, mais permet d'alimenter une vraie stratégie d'influence. On fait travailler des gens pour les neutraliser. Voilà. Donc, c'est pas de la corruption, c'est juste de l'influence. Mon signalement, lui, il va effectivement un tout petit peu plus loin. Là, ce que je viens de vous décrire, c'est ce à quoi je m'étais arrêté à la fin de la commission d'enquête qui a rendu son rapport de mémoire à la mi-avril 2018. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est, à travers les Macron Leaks notamment, qui ont été exploités par
par la presse, c'est finalement qu'il y avait des résonances assez étranges, en tout cas trouvantes de mon point de vue, entre des structures juridiques qui avaient bénéficié de cette vente et d'un côté, que j'avais moi identifié comme étant intéressés à la vente d'Alstom, et des donateurs de la campagne de M. Macron, des gens qui se sont mobilisés aussi pour des dîners de levée de fonds. Effectivement, le rapprochement